60 maisons plongées dans le noir jusqu'à la réparation. Pour certains, c'était la déprime totale de rester enfermés toute la journée dans leur maison toute noire. Depuis jeudi matin, 5h30, on n'a plus de courant du tout. 2400 agents sont toujours à pied d'œuvre. Des renforts devraient encore arriver. On s'est habitué à ce que l'électricité soit là tout le temps, partout. Quand on arrive chez quelqu'un qui a été coupé depuis 3 semaines, il a changé de vie. Pour moi, il y a quand même vraiment ce sentiment de fierté et de se dire que je travaille dans une entreprise qui est utile. Les jours qui suivent le passage de la tempête Ciarán sur l'ouest de la France, les équipes d'Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, travaillent à rétablir le courant dans tous les territoires touchés, la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. La FIR, Force d'intervention rapide électricité, se mobilise pendant près de 3 semaines pour identifier les pannes, intervenir, réparer et reconstruire le réseau électrique. Tout cela prend du temps car les dégâts causés par cette tempête extraordinaire sont considérables. Vous écoutez Tempête, épisode 3. On a quand même aussi réalimenté de manière très rapide 90% des clients en à peu près 3 jours, ce qui est quand même juste dingue quand on a 1 200 000 clients coupés. Clémentine Trépos travaille au cabinet de la présidence d'Enedis. Elle y est responsable crise. Après, ce qui est dur, c'est justement le reste. C'est les 10% qui restent. Il y a les victoires rapides et après, il y a le reste à faire qui est quand même dur et qui est beaucoup plus compliqué et qui est frustrant. 1,2 million de clients coupés, ça faisait très 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 longtemps là, qu'on n'avait pas eu ça. Donc dans l'absolu, c'est beaucoup. Hervé Champenois, directeur technique et de crise chez Enedis. Donc il y a des gens d'ailleurs qui, au sein des départements, sont dans des cellules avec les préfectures, etc., pour coordonner. Et dans la réalimentation des clients, on cherche à en réalimenter le plus grand nombre, le plus rapidement possible, mais aussi en lien avec les pouvoirs publics et les grands opérateurs, de se dire est-ce qu'il y a d'autres éléments structurels qu'on doit réalimenter. Par exemple, là-bas, 2 choses, c'est les trains. Un gros travail avec la SNCF pour rétablir au plus vite la circulation des trains, sachant qu'eux aussi avaient des arbres au travers des voies ferrées. Et puis un gros travail aussi sur la dimension télécom pour tous les relais de téléphone. Ensuite, les écoles, les aspects comme ça va se traiter ou avec les mairies, ou avec la préfecture qui va nous dire privilégier d'aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça peut être une station de pompage pour de l'eau. Voilà, là on voit qu'on touche à tout ce qui fait la vie d'une cité, que ce soit l'eau, les communications, le transport. Hôpitaux, écoles, transports, banques, télécommunications, eau. Pour fonctionner, tous ces services ont besoin de courant. On s'est habitué à ce que l'électricité soit là tout le temps, partout, et c'est un dû. Thierry Sudré est directeur d'exploitation chez Enedis. Le temps de coupure moyen en France, c'est 1 heure. Donc, 1 heure par an ? 1 heure par an, en moyenne. En moyenne, il y a des zones où ça peut être un peu plus ou un peu moins selon ce qui s'est passé, mais en moyenne, c'est 1 heure par an, à peu près. C'est parfois plus dans certains pays, 1h20 en Italie, 1h40 en Grèce et jusqu'à 3h40 en Roumanie. Donc c'est quasiment rien, et c'est sur plusieurs événements, donc c'est vraiment marginal. Et les gens ont pris l'habitude c'est comme ça et c'est normal. Mais c'est vrai que c'est un système sophistiqué, avec des usages qui sont devenus bien plus vitaux encore. J'ai 60 ans, quand j'avais 10 ans, on dépendait beaucoup moins de l'électricité que maintenant. Et là, entre les dispositifs informatiques, les dispositifs de fonctionnement de tous les équipements collectifs, ça existait avant, mais par rapport aux années 60, 70, 80, c'est beaucoup plus sophistiqué et compliqué qu'avant. Sans l'électricité, c'est juste une catastrophe. Catherine Esvent est maire de Melvin, une commune du Finistère où 3500 habitants se répartissent sur 51 km², l'équivalent de la moitié de Paris intramuros. Elle se souvient de ces jours compliqués pour ses administrés. Certains sont restés cloîtrés chez eux dans le noir pendant plusieurs jours. Je pense que là, c'est quand on n'a pas d'électricité qu'on sait à quoi ça sert.
Aujourd'hui, certains particuliers ont une maison qui est entièrement connectée avec des volets roulants. Donc, la tempête ayant lieu la nuit et puis pour des questions de sécurité, les gens ont tous fermé leurs volets électriques. Le matin, ça veut dire pas de volets ouverts. Et ça, pour en avoir discuté avec beaucoup de Melvinois, c'est vraiment quelque chose qui était plus que contrariant, qui était même, pour certains, c'était la déprime totale de rester enfermés toute la journée dans leur maison toute noire. Les plus longtemps sont restés 3 semaines sans courant, à peu près. Gabriel Gentric est chef de base pour Enedis à Carhaix, dans le Finistère. Peut-être un peu plus pour certains, mais à peu près environ 3 semaines. Quand on arrive chez quelqu'un qui a été coupé depuis 3 semaines, il a changé de vie. Il a changé de vie parce que il se couche plus tôt, il a plus la télé, il a plus d'internet ou très peu sur son téléphone, mais pas longtemps. Donc on voit bien que les habitudes ont complètement changé. En 3 semaines, les gens et les personnes voient ils vont plutôt au lit, ils font autre chose. Ils sont surpris quand ça revient. La maison, l'ambiance change complètement. Romain Fitos est un technicien Enedis basé en Normandie. Il faisait partie des équipes d'intervention mobilisées pendant Ciarán. Il se souvient d'une personne âgée, isolée, sans électricité pendant 3 semaines. C'était un petit... Je parlais avec mes mots, c'était un petit père isolé au bout d'un chemin. Et il n'avait pas de courant. Et on est allé là-bas en pensant... Parce que son électricien lui avait dit que c'était dû à Enedis. On est allé là-bas chez ce monsieur. Et en fait, la panne, elle venait pas de chez nous, quoi. Il y avait juste un bouton sur lequel appuyer et l'électricien était passé à côté. Et le monsieur, ça faisait 21 jours qu'il attendait. Et du coup, on a appuyé sur ce fameux bouton et il nous a remercié. Il nous a quasiment pris dans ses bras, quoi. Et quand le monsieur il a quasiment l'âge de ton grand-père, il y a quand même un côté satisfaisant et tu te dis j'ai rendu service à quelqu'un et ce soir il va manger chaud, quoi. Et il avait rien dit depuis 21 jours. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, il était sans courant, mais il comprenait. Et ça, ça se passera pas comme ça partout. Alors que certains habitants de la commune de Melvin sont sans électricité depuis plusieurs jours, la maire, Catherine Esvan, voit l'intervention des techniciens d'Enedis comme une très bonne nouvelle. Et c'est vrai que quand je les ai vus arriver, donc une semaine après la tempête, je crois que je les ai pas lâchés. Parce que eux avaient leur propre listing, mais nous, on avait fait aussi le nôtre. Et en fait, ils venaient de Nice. Donc autant dire qu'ils arrivaient presque en terrain inconnu. Hein. Je suis allée, mais au bout de ma commune, dans des petits chemins que je connaissais, on va dire, sur la carte, mais où j'étais jamais allée. Vous suiviez les camions ? Ah oui. Non, mais en fait, j'étais dans ma voiture. Et donc, le matin, on se retrouvait. On regardait là où les équipes allaient intervenir. Et surtout, je les amenais directement chez, là, dans les lieux-dits. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que vraiment, on a été une équipe très efficace. Et je regrette pas d'avoir passé une semaine avec eux. Enfin, c'était vraiment un moment fort aussi humainement. Il faut rétablir le courant au plus vite pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, car la vitalité du tissu économique en dépend. Alexandre Nicole est ostréiculteur. Privé de courant à quelques semaines de Noël, sa situation est délicate. Ne plus avoir d'électricité, ça veut dire qu'on ne peut plus travailler tout simplement. On ne peut plus trier une huître, on a besoin d'électricité pour nos pompes, pour les moteurs de machines, de calibreuses, de cribles. Donc là, on a l'arrêt complet, quoi. Et ça tombe mal. Et ça tombe mal. En fait, là, à partir du mois de novembre, en fait, on prépare nos commandes pour les fêtes de fin d'année. Nos huîtres partent beaucoup en Charente-Maritime, donc ça, les gros chargements commencent maintenant, quoi. Donc là, on n'a rien pu faire, quoi. Chez les agriculteurs aussi, l'absence d'électricité met l'activité en péril. Jean-Philippe Lamarcade, directeur régional Enedis en Bretagne au moment de Ciarán. Et également, l'accès à l'électricité des éleveurs, il faut qu'ils puissent assurer la traite. Il y a des animaux qui parfois sont en souffrance du fait d'absence d'électricité. Donc rapidement aussi, on va s'intéresser à eux pour tous les élevages et qui ne disposent pas de moyens de réalimentation autonome. Donc c'est ça qui va guider les priorités des premiers jours. Il faut bien réalimenter
En priorité aussi les usines agroalimentaires. Gabriel Gentric. Il faut bien nourrir les bêtes, on ne peut pas se dire tout ce qui est usine, on est obligé de ralimenter assez rapidement. Jean-Hervé Cogent, éleveur dans le Finistère. Pour lui et ses bêtes, l'électricité est essentielle. Donc on trayait avec une génératrice électrique. Je pense qu'il y a un maximum qui a été fait pour que l'électricité revienne le plus vite possible chez un maximum de personnes. Après, il restait les lignes éloignées, les bouts de lignes, etc., où il fallait changer des poteaux. Donc c'était plus compliqué. Et puis dégager les arbres qui étaient sur les lignes, qui étaient au sol. L'efficacité des interventions d'Enedis est aussi le résultat d'un élan de solidarité. Les habitants se sont mobilisés pour aider les techniciens. Pierrette Griot, chef d'une cohorte venue du sud de la France, se souvient. Je suis allée voir une équipe, on avait du mal à accéder en fait. Le poteau était au milieu d'un champ qui avait été probablement labouré peu de temps avant, donc c'était de la boue quoi. Et nous on pouvait pas accéder avec nos véhicules, c'était assez loin et finalement l'agriculteur nous a proposé de nous emmener dans sa remorque à proximité, parce que même lui avec son tracteur pouvait pas y aller, mais du coup il nous a amenés à proximité et il avait une grange et cette grange, il en manquait la moitié quoi. Je me demandais comment elle tenait encore debout, mais bref on était là et on a pris le café. C'était très convivial, il avait même quelques biscuits secs, enfin voilà, on a été très bien accueillis. Lui il avait réalimenté son électricité en branchant son tracteur sur son groupe. Donc c'était assez rigolo de voir ce tracteur qui tournait, qui activait le système de rotation pour produire l'électricité. Et puis il nous propose de nous emmener en tracteur. Donc on a chargé toute la remorque, on est monté dans la remorque et il nous a emmenés à destination, enfin au moins jusqu'où il pouvait. Il nous a laissé son numéro de téléphone en nous disant surtout vous m'appelez quand vous voulez repartir, je viens vous chercher. Comme ça vous évite de repartir à pied. Et ça c'était vraiment agréable d'avoir cette entraide aussi pour nous faciliter la vie quoi. Il y a une forme de solidarité qui se monte et ça je crois que c'est ce que j'ai préféré moi de la FIR. C'est l'élan de solidarité qu'il y a avec les prestats mais aussi les clients. Romain Fitos. Parce que moi j'ai la chance de bosser en campagne. En campagne, les gens ils comprennent. Et ça c'est quelque chose à notre avantage. Parce que il se peut qu'ils restent 4-5 jours sans électricité et ils comprennent. Donc on a une chance terrible quoi. On arrive dans des zones où finalement notre action elle est tout de suite visible. Pierrette Griot. Et on a tout de suite un retour concret de l'activité qu'on fait. Et je pense que se sentir utile pour les autres, c'est ce qui motive les gens à être volontaires et à s'engager dedans. Apporter son soutien, être solidaire, se sentir utile. Et puis voilà, quand on a des gens qui sont en difficulté, leur ramener l'électricité, c'est essentiel quoi. Ouais, c'est solidaire en fait, je pense que on sait qu'on va apporter quelque chose, on va apporter un service, on va être partie prenante d'un événement qui forcément aura marqué les mémoires pour les gens qui ont vécu cette tempête, mais qui marquera aussi nos mémoires à nous, parce qu'on l'a vécu aussi. On a tous vécu des choses un peu incroyables, un peu extraordinaires. Alors, Jean-Philippe Lamarcade. Évidemment, pas que des accueils extraordinaires. Il y a aussi eu, au bout d'un moment, de l'impatience qui s'est exprimée. Mais très majoritairement, dans 99% des cas, on a été très très bien accueillis. J'étais présent sur un chantier où on rétablissait un client qui était en train de déjeuner. Il devait être un peu avant midi. Et il est sorti, il avait encore sa serviette à carreaux autour du cou. Et il est sorti, il est venu me faire un câlin pour me remercier d'être là, pour lui rétablir l'électricité après les quelques jours qu'il avait vécu sans électricité. On a vu des équipes pour lesquelles ils sont intervenus chez une dame un peu âgée qui, quand elle les a vus arriver, leur a fait des crêpes. Elle avait le réchaud au gaz et elle leur a fait des crêpes. Elle est venue leur amener des crêpes chaudes. Et partout où les équipes sont passées, on a été très bien accueillis. Les gens avaient à cœur finalement de leur faciliter les conditions de travail. Je crois que les gens qui étaient sur place, ils savaient encore mieux que nous que les conditions étaient difficiles. Ça faisait quelques jours qu'ils étaient sans électricité, qu'ils voyaient qu'il pleuvait, qu'il faisait froid. Ils voyaient les équipes à l'extérieur et ils étaient très reconnaissants du travail que les équipes ont fait. Je les ai vus travailler et puis j'ai vu aussi qu'ils étaient très attachés au service public. Catherine Esvan, maire de Melvin.
Et souvent, il me disait, Catherine, tu vas voir, on va te réparer, mais on va te réparer mieux que c'était avant. Et vraiment, ils étaient aussi fiers en disant, tu verras, la prochaine tempête, normalement, ça tiendra. L'aide n'est pas uniquement française. Certains sont venus d'Irlande pour prêter main forte aux techniciens bretons. Jean-Philippe Lamarcade. C'est une longue histoire entre la Bretagne et l'Irlande. On a des échanges tous les ans avec eux. On se forme à intervenir sur leur réseau, ils se forment à intervenir sur le nôtre. La dernière fois qu'il y avait eu un échange, c'était en 2017, où les techniciens bretons étaient partis en Irlande suite à la tempête Ophélia. Et on a eu le plaisir, même si on aurait préféré s'en passer, le plaisir de les accueillir en 2023. Ils sont venus nous donner un coup de main, ils étaient 60. En une semaine, ce sont 800 000 clients bretons qui ont retrouvé l'électricité. Il a fallu 2 semaines de plus pour la rétablir aux 30 000 derniers. Si cela prend plus de temps, c'est que les chantiers sont complexes, moins accessibles. Au total, 1 mois aura été nécessaire pour rétablir tous les clients coupés. Un des points forts d'Enedis, on est maintenant entreprise à mission et depuis toujours service public. Hervé Champenois, directeur de crise. Je pense que les choses à retenir, c'est dans ces cas-là, c'est la mobilisation des gens. Parce que partir à l'autre bout de la France, comme ça, en quelques heures, ça témoigne d'une confiance quand même. On part pas comme ça, là, si on n'a pas confiance, ou dans son employeur, ou dans ce qu'il peut faire comme ça, avec très peu de préavis. Donc c'est ça, et c'est aussi beaucoup de professionnalisme. Oui, c'est pas de la posture, et c'est vraiment ancré dans la culture de l'entreprise. Thierry Sudret. Et c'est considéré comme quelque chose de vital. C'est-à-dire que les salariés, à tous les niveaux de l'entreprise, considèrent que si on fait pas ça, l'entreprise, elle est défaillante. Elle fait pas son boulot, elle fait pas ce pourquoi elle a été créée. Donc, oui, c'est vital, ouais. Enedis, en tant que service public, distributeur d'électricité, elle a un devoir de réalimenter le mieux, le plus vite, etc. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. On doit de l'information, on doit de la transparence. C'est véritablement une obligation de service public d'expliquer ce qui se passe et de rendre compte. Et c'est aussi un enjeu et une obligation de service public de faire de la pédagogie, d'expliquer, de rappeler un certain nombre de règles de sécurité. Et c'est à tous les niveaux. Il faut parler avec les médias. Et donc ça, c'était une bonne partie de mon travail, être porte-parole de l'entreprise pour expliquer ce qui se passait, rendre compte et essayer de faire comprendre les choses. Y compris faire passer des messages aussi basiques que quand il y a un câble à terre, qu'il ne savait pas comment c'est, surtout vous touchez pas. Ça peut être dangereux. Ouais, des messages aussi basiques que ça. C'est basique, mais en fait c'est vital. Pour moi, il y a quand même vraiment ce sentiment de fierté et de se dire que je travaille dans une entreprise qui est utile. Clémentine Trépoz. C'était déjà un sentiment que j'avais un peu eu pendant le Covid. J'ai pas mal d'amis qui sont pas forcément dans le même domaine et elle-même, elle me disait mais toi tu bosses dans une boîte qui est utile. Et là, Kiaran, j'ai un peu eu ce sentiment-là aussi, vraiment de bosser dans une entreprise utile. Et ça, je trouve ça agréable. Si Enedis, en tant qu'entreprise, fournit les moyens matériels, l'engagement des équipes est évidemment essentiel. On a signé pour ça. C'est le cœur de notre métier, donc. Romain Fitos. Il n'y a aucune réticence. Au contraire, je pense qu'on a tous hâte de pouvoir intervenir et de faire notre boulot. C'est le cœur de notre métier, quoi. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on aime. En tant qu'humain, participer à ça, oui. Et d'ailleurs, quand ils cherchent des volontaires, là, il y a des inondations un peu dans le sud, la Savoie, etc., je crois. Et ils ont demandé des volontaires il y a 1 semaine ou 10 jours. On était plusieurs à dire, go, quoi. Et ils ont levé l'alerte après parce que le vent a tourné, etc. Donc, on était partis. On demande à notre famille et puis on repart, quoi. Mais ça crée aussi, je trouve, un peu un truc de fierté. Il y a un petit côté un peu je l'ai fait quand même. C'est marrant. Parce que on est dans une entreprise où il y a eu la tempête de 1999, que moi je n'ai pas connue. Mais j'avais managé des salariés qui avaient bossé dedans et qui en parlaient
15 ans après, mais vraiment, c'était leur expérience. Et moi, je trouvais ça un peu chouette. Et là, je reconnais que c'est un peu la même chose avec Kiaran, de dire, j'ai fait Kiaran. Donc, il y en a qui ont fait 99, et moi, je dis, j'ai fait Kiaran. Et je pense vraiment qu'il y a ce truc-là. C'est important parce que c'est le cœur de notre métier. S'il n'y a pas ça... Gabriel Gentric. Aujourd'hui, c'est ça qui me fait me lever le matin. Enfin, voilà, c'est ça qui me motive à dire, tiens, on va aller réalimenter, on va faire que les gens ils aient le nécessaire, en fait, voilà. Enfin, que des personnes aient le nécessaire. Je trouve ça ouais, important. Donc en fait, personne à l'abri de ces tempêtes. Dans le prochain épisode. Et une chose qui est très importante aussi comme en termes de risques, c'est qu'on voit pas juste le renforcement des tempêtes, mais aussi le renforcement des zones de haute pression sur l'Europe. Dans ces cas-là, les tempêtes deviennent très dangereuses, pas pour leur intensité, mais pour le fait qu'elles restent bloquées et qui donc peuvent insister sur les mêmes territoires pendant des heures, voire des jours. Vous venez d'écouter l'épisode 3 de Tempête, un podcast proposé par Enedis et produit et réalisé par Slate for Brands. Réalisation Théo Albaric.